Bonjour les TL, bonjour les TS. Je vous propose dans cette vidéo la première partie du cours sur le vivant. Le vivant peut-il n'être qu'un objet? La première partie, ce sont les conceptions philosophiques et scientifiques que l'on peut se faire du vivant afin de mieux l'analyser et de réduire les problèmes épistémologiques que pose la question du vivant. Alors, je choisis une approche qui est un tout petit peu chronologique, mais qui est surtout logique. On va d'abord s'intéresser au vivant comme organisme global, et puis on va ensuite, dans un second temps, s'intéresser au vivant comme la somme d'un certain nombre de parties. Donc on va d'abord s'intéresser à la question du vivant dans la philosophie d'Aristote, et ensuite on va s'intéresser au mécanisme cartésien, donc de Descartes. Alors donc la toute première partie de ce cours, c'est en fait le modèle aristotélicien du vivant. Comment Aristote, qui est à l'époque un philosophe très préoccupé par la science, un grand philosophe et aussi un grand scientifique, comment Aristote pose-t-il la question du vivant? Alors, Aristote reconnaît des qualités du vivant qui sont celles dont on avait parlé dans l'introduction et qui précisément sont celles qui vont poser problème d'un point de vue épistémologique. Aristote va dire le vivant, il est mobile, il est changeant. Au fond, ce qui distingue la matière vivante de la matière inerte, Aristote va dire c'est la qualité qu'a le vivant d'être animé. Voilà. Donc le vivant est animé au sens très étymologique du terme. Anima, en fait, on va se référer à un livre d'Aristote qui s'appelle De Anima, le traité de l'âme. Animé, ça veut simplement dire, dans l'Antiquité, doué d'une âme. Animé, doué d'une âme plutôt, ça veut simplement dire animé, en quelque sorte, doué de vie. Donc, c'est pas du tout la définition de l'âme qui sera celle des religieux. Ensuite, c'est quelque chose de bien différent. L'âme, chez Aristote, ça ne désigne pas quelque chose qui survivrait à la mort. C'est une question qui n'intéresse pas du tout Aristote. C'est une question qui intéressera davantage ses successeurs, en fait, ses commentateurs. C'est une question qui n'intéresse pas Aristote au premier chef, puisque ce qui va l'intéresser, c'est la qualité qu'a le vivant d'être animé, autrement dit d'être mobile, de grandir, de se mouvoir, ce qu'Aristote observe à peu près dans 3 sortes de vivants, l'animal et l'insecte, qu'à mon sens il ne distingue pas clairement, la plante et l'homme. Donc Aristote va définir le vivant en le décomposant en 2 choses, de la matière animée. Autrement dit, quelque chose qui est de l'ordre de la matière, de la même façon que la matière inerte, et quelque chose qui tout à la fois est animé, c'est-à-dire doué de mouvement et d'un certain nombre de mouvements propres, parmi lesquels par exemple la croissance. Et pour cela, Aristote va faire une distinction qui est toute simple. Il n'y a pas école. Il n'y a pas école. Donc Aristote, par cette distinction en fait entre la matière et la qualité qu'a la matière vivante d'être animée, va opérer une distinction qui n'est pas une distinction très simple. Je vais essayer de vous montrer. Il va distinguer ce qu'on va appeler la matière et la forme. Alors, la matière pour Aristote, ça ne correspond pas tout à fait à notre concept peut-être naïf de matière. Pour autant, la matière pour Aristote, c'est un concept qui est très très logique. La matière pour Aristote, c'est simplement ce qui existe à l'état brut et ce qui n'est pas encore organisé. Et la forme, c'est la capacité que va avoir la matière à prendre une forme particulière. Et cette distinction, elle est particulièrement efficace pour ce qui concerne la question de la matière vivante, donc des êtres vivants. On a d'un côté de la matière brute, donc simplement, si vous voulez, un composé d'éléments, un composé de protéines, un composé d'atomes, terme que Aristote n'utilise pas, un composé de choses qui ne sont pas du tout organisées, et puis la forme qui va organiser cette matière qui est vraiment à penser comme quelque chose de brut. Et en fait, le concept de matière d'Aristote, le concept de matière pour Aristote, c'est quelque chose qu'on n'observe pas dans la nature, puisque dans la nature, on observe toujours de la matière qui a déjà une forme, autrement dit de la matière qui est déjà informée. Un animal, c'est à la fois une matière et une forme qui lui donne ses qualités d'animal, d'être qui peut se mouvoir, d'être qui peut se nourrir, d'être qui possède un système digestif et que sais-je encore.
Donc, la matière à l'état brut, c'est un concept en fait, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas observer. Si vous voulez, pour vous donner une image qui vous permet, qui vous permet la compréhension, mais qui est vraiment qu'une image parce que scientifiquement, de fait, enfin théoriquement, c'est pas exact. C'est comme si la matière brute, c'était la viande hachée que vous allez mettre dans un plat. Et puis la forme, c'est le fait que vous allez mettre en forme cette viande hachée pour en faire un steak haché. Voilà. La matière brute, c'est quelque chose qui ne ressemble à rien, qui n'a aucune forme, qui est donc invisible puisque tout ce que nous voyons, même la viande hachée, a une forme. Et la forme, c'est ce qui va permettre d'organiser cette matière, de lui donner une forme, et pas seulement une forme au sens spatial ou au sens physique du terme, mais une forme, c'est-à-dire quelque chose qui va l'informer de ce qu'elle est censée avoir comme fonction, de ce qu'elle est censée devenir. Donc c'est une forme qui est en même temps dynamique. Et cette forme, puisqu'elle est dynamique, puisqu'elle n'est pas simplement un schéma, c'est la forme d'être humain qui va faire de ma matière brute un être humain, de ce que je suis. Cette forme qui n'est pas simplement quelque chose à penser comme étant quelque chose de spatial, eh bien cette forme, puisqu'elle doit donner un certain dynamisme à la matière vivante, Aristote va l'appeler l'âme, puisque précisément la matière vivante, on peut observer qu'elle est animée. Ça veut dire simplement, animée pour lui, ça veut dire simplement en mouvement. Vous voyez qu'il n'y a donc pas le moindre rapport chez Aristote entre l'âme comme synonyme de l'esprit, ou l'âme qui survivrait au corps dans une conception religieuse. Il n'y a pas de rapport avec ce qu'il considère comme étant l'âme, qui est simplement la substance qui permet à la matière vivante d'être animée et d'avoir un certain nombre de formes différentes, ce qui correspond un tout petit peu à la petite citation que je vous avais lue de François Jacob, avec l'idée qu'il y a l'hémoglobine, les hormones, les protéines, qui seraient comme un petit peu de la matière brute, qui vont former un lion, une mouche, un homme, qui serait de la matière informée. Donc matière et forme. Alors, la matière en grec, ça se dit ulé. La forme, ça vous connaissez, ça se dit morphée, comme dans Métamorphose. Et c'est pourquoi le modèle aristotélicien du vivant, on appelle cela l'illémorphisme, une forme qui informe la matière. On va voir qu'il y a différentes manières de comprendre le modèle aristotélicien, et notamment il y a une manière très moderne de comprendre ce modèle. C'est pour ça que je vous disais, on ne peut pas faire de la science à propos de la matière vivante. On ne peut pas faire de la science en ce qui concerne la matière vivante sans être orienté par une théorie scientifique ou épistémologique, et une théorie dont on voit bien on va voir précisément qu'elle n'est pas dépassée et qu'elle n'est pas non plus complète, qu'il va nous falloir une approche un petit peu différente, notamment pour faire de la médecine. Ça, ce sera dans un deuxième temps avec Descartes. Je reviens à Aristote. Forme et matière, ça forme un ensemble dynamique qui va donner lieu à ce qu'on appelle un être vivant. Et Aristote se pose un certain nombre de questions sur l'âme. Il entend se débarrasser des conceptions magiques qui concernent l'âme. Chez les présocratiques, l'âme, c'est une sorte de souffle qui anime la matière, une sorte de feu, une matière qui est un petit peu, une chose qui est un petit peu immatérielle justement, une chose qui est un petit peu magique, c'est le souffle divin. Aristote entend se débarrasser de toutes ces conceptions pour convoquer précisément une conception qui va pouvoir devenir scientifique et qui va permettre l'étude des êtres vivants et de la matière vivante. Et c'est ce qu'Aristote va faire. Il va établir des classifications des différents êtres vivants qu'il est en mesure d'observer. Alors, comment rendre compte des mouvements du vivant ? Comment rendre compte des capacités que le vivant a à s'auto-réparer, donc à posséder un système immunitaire? Comment considérer la question de l'âme? Est-ce que l'âme est matérielle? Est-ce qu'elle est de même nature pour tous les êtres vivants? C'est cette question qui va intéresser Aristote, et Aristote va avoir une réponse qui est très très précise. Il va dire, en effet, l'âme, il y a une même âme pour tous les êtres vivants, mais cette âme n'est pas aussi développée chez chacun des êtres vivants qu'on va rencontrer, ce qui permet à la fois d'expliquer qu'il y a un même concept, le concept d'un être animé, ce qui est une sorte de synonyme d'être vivant, et qu'il y a pourtant une grande diversité des êtres vivants d'abord au sein d'une même espèce, et puis également des espèces d'êtres vivants. Donc Aristote va dire, il y a une seule âme, mais elle ne s'exprime pas de la même façon chez tous les vivants.
Ou pour le dire autrement, il y a une seule forme, mais elle n'informe pas la matière de la même façon chez tous les êtres vivants, qu'on songe à un homme, une mouche, un papillon, un lion, comme dans l'exemple de François Jacob. Alors ici, pour bien comprendre la distinction, la proposition d'Aristote, Mais vous savez, maman, tu sais que c'est ça. alors pour comprendre, il faut convoquer une distinction dont on avait déjà parlé, la distinction aristotélicienne de la puissance et de l'acte. Pour Aristote, les choses qui existent ont deux manières d'être. Elles sont soit en puissance, soit en acte. C'est-à-dire qu'elles sont soit potentielles, soit réalisées. Alors là, on a eu discours politique ce matin, c'est peut-être pas le meilleur exemple à prendre, mais c'est pas grave, je vais le prendre quand même. Vous êtes des lycéens en acte, mais vous êtes des bacheliers en puissance potentielle. Et dans quelques mois, vous serez des bacheliers en acte, ne vous inquiétez pas. Ou de la même façon, une graine, c'est une plante en puissance, parce qu'elle peut devenir une plante, mais un coup de gel et elle risque de ne pas devenir une plante. Et donc une graine, c'est simplement une graine en acte. Une fois qu'elle sera devenue plante, ce sera une plante en acte. Autrement dit, tout ce qui est en acte, réalisé, actualisé, ce sont des choses qui ont déjà existé comme potentiel en puissance. Et c'est avec cette distinction qu'Aristote va expliquer les différentes fonctions de l'âme au sein des différents vivants, autrement dit les différentes façons dont l'âme, comme forme qui informe la matière, va donner lieu à un certain nombre de vivants différents. Vous allez voir comme ça a l'air assez bizarre comme idée, et en fait, quand je vais lui donner un éclairage moderne, vous allez vous dire, ah mais Aristote à l'époque, c'était un pur génie, n'en déplaise à celui qui fait les vidéos y penser, qui a horreur d'Aristote. Aristote, c'est un pur génie, scientifique en son temps, je pense. Alors, je reprends, Aristote va dire, l'âme, en puissance, elle va permettre aux vivants les fonctions les plus développées. Les fonctions les plus développées, en fait, ce sont celles de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, il est capable de se nourrir, il est capable d'avoir un système immunitaire, il est capable de grandir, mais aussi, il est capable de se déplacer, et enfin, il est capable de penser. Et tout ça, ce sont des fonctions du vivant. Par exemple, des fonctions permises par le cerveau, par le système nerveux, par le système immunitaire, etc. Donc Aristote va dire, il y a une même âme, mais elle n'est réalisée en acte que pour certains vivants. Elle n'est réalisée totalement en acte que pour certains vivants. Elle est toujours une âme en puissance, et son premier niveau de réalisation, c'est chez la plante. Qu'est-ce qu'elle a comme qualité la plante? Elle se nourrit, et elle a un principe de croissance. Donc la première réalisation de l'âme, qui est la même pour tous les vivants, c'est la fonction végétative. On va justement appeler ça la fonction végétative. Et tous les vivants suivants auront aussi la fonction végétative. Ils auront la possibilité de se nourrir et ils auront la possibilité de croître. Juste au-dessus de la fonction végétative de l'âme, la réalisation suivante, l'actualisation suivante du potentiel de l'âme, c'est la fonction, le mot m'échappe, j'ai retrouvé, sensitive. La fonction sensitive, c'est celle qui nous permet de percevoir des sensations, de ressentir le monde et d'avoir également des affects et enfin de se mouvoir par soi. C'est l'actualisation de l'âme qui va exister chez le vivant suivant, juste au-dessus de la plante, c'est l'animal. Je continue, hein, c'est pas grave. Donc on a premier niveau d'actualisation de l'âme, la plante. Deuxième niveau d'actualisation de l'âme chez l'animal, c'est l'âme sensitive. Alors, c'est un mauvais terme de dire âme végétative, âme sensitive, puisque c'est la même âme. Alors, on va le dire plus précisément, on va dire l'âme dans sa réalisation végétative pour la plante, l'âme dans sa réalisation sensitive pour l'animal, avec une locomotion, un mouvement autonome et propre. Et vous remarquez que chez l'animal, il y a aussi la réalisation végétative. L'animal se nourrit et croît. Et le vivant suivant, c'est l'homme, l'être humain. Le vivant suivant, c'est l'homme, l'être humain. Et lui, il va
complètement réaliser les potentialités de l'âme, il aura les premières fonctions végétatives, les fonctions suivantes sensitives, et en plus de ça, il aura la toute dernière réalisation de l'âme comme forme qui informe la matière, c'est la fonction intellective, donc la possibilité pour l'homme d'avoir une pensée propre qui ne soit pas simplement un instinct ou une activité réflexe. Alors, avant d'aborder en quel sens la question de l'âme aristotélicienne est encore une perspective qui est très moderne, je vais vous lire simplement une petite citation d'Aristote, puis ensuite je vais vous lire un texte aussi d'Aristote qui va vous permettre d'éclairer cette question de l'actualisation de l'âme.